Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Écoutez, cette semaine, l'actualité s'est imposée. Écoutez, Sam Altman, le patron, le président, le CEO d'OpenAI. Donc, OpenAI, c'est évidemment ChatGPT, Microsoft. Écoutez, il a été congédié et réembauché le lendemain, ou presque. En fait, nous sommes vendredi, le 24 novembre. Et écoutez, je vais me dépêcher de publier notre épisode avant que ça change. Le cours de cette histoire avance chaque jour, mais disons qu'aujourd'hui, la situation semble stable. C'est gros. Ça parle du chaos chez OpenAI, puis on se disait, ça mérite au moins un petit café. J'ai convoqué mes Avengers du IA Café dans la grande tour. Je leur ai dit, écoutez, venez nous voir, on va discuter de tout ça, on va essayer de faire un peu de sens dans cette histoire un peu chaotique, là, admettons-le. Puis, je leur ai proposé de venir prendre un café. Je leur ai proposé un petit plan d'enregistrement qui a pris vite le bord là, quand on a décidé de parler, écoutez, plus simplement du sujet, essayer de voir c'est quoi, quelle histoire on peut se raconter, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire abracadabrante. Ils étaient 4 avec moi aujourd'hui. Shirley Plumerand, Stéphane Minéo, Sylvain Munger, Frédéric Plamondon. J'avais pas fait d'intro là, dans mon enregistrement parce qu'on était déjà lancé. Donc, je fais cette intro maintenant. Puis, il va y avoir un petit montage. Je vous souhaite une bonne écoute. Écoutez, j'ai même pas envie de faire d'intro. Là. Je pense qu'on va se lancer directement là, dans l'enregistrement. Merci d'être là. Vous avez vu, comme moi cette semaine, que c'était pas simple ce qui se passait. Je vais me permettre de refaire. Je me suis pris des notes là, donc pour vous remettre un peu dans le bain, voici un peu à quoi ça ressemblait la semaine. Donc vendredi, 17 novembre, Fred m'écrit. Il me dit le conseil d'administration d'OpenAI vient de congédier Sam Altman, donc le CEO. Puis ça donne bien. Ça fait 1 an. On se prépare à fêter les 1 an de ChatGPT. Donc, ils ont décidé de le congédier. C'est peut-être son cadeau de fête. Là, on parle dans les médias d'un coup, un vrai coup. C'est comme ça qu'on mentionne ça en anglais aussi. Un vrai coup, c'est un coup digne là, de la série Succession. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais ça ressemble. Il manque juste la petite toune de Succession. Là, puis on est vraiment dans le cœur de l'histoire. Puis le fond de l'histoire, ben, ça serait, on dirait que c'est un vrai scénario de film. Là. C'est une divergence autour des stratégies de développement. Il y en a qui critiquaient un développement un petit peu trop agressif, imprudent. Puis, on aurait aimé un développement un petit peu plus soucieux, peut-être, des enjeux de sécurité à court, moyen et long terme. Donc, on est avec un beau discours encapsulé là, catastrophiste versus techno-enthousiaste. Puis évidemment, du côté des techno-enthousiastes, il y a Sam Altman. Je pense que c'est lui. Donc, puis là, le conseil d'administration d'OpenAI décide que c'en est trop, le enthousiasme plutôt. Puis on le congédie, puis Microsoft n'aime pas la décision de le congédier. Ça aussi, je l'ai appris assez vite, là. C'est-à-dire que j'ai appris aussi au passage, puis je ne le savais pas, que Microsoft avait 49% des parts d'OpenAI. Moi, je pensais que c'était plus subtil que ça, mais non, c'est 49%. Puis Microsoft a dit non, nous autres, on n'aime pas ça du tout. Donc, tout le week-end, on entendait des rumeurs de retour de Sam Altman chez OpenAI. Puis, fin de la rumeur dimanche, parce qu'OpenAI confirme qu'on a un nouveau
directeur général. J'espère que vous suivez, là. Qu'on a un nouveau directeur général par intérim. C'était Emmett Shear, le CEO de Twitch, me semble-t-il. Puis, rebondissement. Écoutez, c'est rebondissement par-dessus rebondissement. Il y a Satya, comment elle s'appelle-t-elle? Nadella, donc le directeur, je ne sais pas pourquoi je pense que c'est une femme, le directeur de Microsoft qui annonce que vous n'en voulez pas de Sam Altman, nous autres, on va l'embaucher chez Microsoft pour faire une nouvelle équipe de recherche en intelligence artificielle. Donc, il faut s'imaginer que si ça se passe comme ça, il y a tous les développements qui vont prendre peut-être 2 ans là, avant de rattraper ce qu'OpenAI est déjà capable de faire. Puis, mercredi soir, fin de l'histoire. J'espère que c'est la fin, puis je vais me dépêcher de publier cet épisode-là avant que ça change. Là. Retour de Sam Altman à la tête d'OpenAI. Puis probablement, il faut anticiper quelques changements dans le conseil d'administration qui avait décidé de congédier OpenAI. Voilà, c'est ce que j'ai compris dans tout ce chaos. Moi, je retiens le combat techno-optimisme versus catastrophisme, sinon prudentialiste. Puis, je retiens aussi que le techno-optimisme a gagné la bagarre, en tout cas. Je ne sais pas s'il a gagné la guerre, mais c'est comme ça que j'interprète tout ça. Vous autres, comment avez-vous vu ça? Là? Je vois que vous avez fermé vos micros pour me laisser jaser. Là, mais c'est qui saute dans le bain le premier, là? La première? Oh, le silence. Qui se lance, là? Je me lance alors. Vas-y. Les femmes d'abord, on va dire. Alors, dans tout ce que tu as dit, mais il y a plein de choses à dire. La première, moi, c'était parmi les dernières choses que tu disais. Ce que je trouvais intéressant et ce que j'espère voir dans les prochaines semaines, c'est est-ce que OpenAI, enfin ce petit épisode, alors soit c'est un simple petit couac et puis ça repart de plus belle, parce que quand même OpenAI a connu un essor juste incroyable là depuis un an. Me semble-t-il que c'est d'ailleurs la plus grande progression en si peu de temps qu'on ait pu observer dans ce domaine. Ils sont l'intelligence artificielle en ce moment. Là. C'est comme tout le monde parle d'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, c'est OpenAI, c'est sûr. Là. Et du coup, je me posais la question, est-ce que ça va être un simple couac et puis ça n'aura aucune incidence, ou est-ce que ça va plonger justement, est-ce que c'est l'annonce de OpenAI plonger un petit peu dans la tourmente? Est-ce qu'ils vont être confrontés à des choses en interne face au reste du monde? Voilà, moi c'était un petit peu autour de toute cette j'avais hâte d'avoir le prochain épisode de cette série. Voilà. Chaque matin, là, je regardais, je me disais, il y a peut-être du nouveau là, ce matin. Ouais. Effectivement, il y en avait. Mais là, ça va s'étaler. En tout cas, cette question-là que je me pose, ça va s'étaler sur plusieurs mois. On va le voir se diffuser au fur et à mesure. Peut-être que ça n'aura aucune incidence. Hein. J'ai pas regardé le cours des actions. J'ai pas regardé. Est-ce que le marché était nerveux, Stéphane? T'as-tu regardé ça un peu? Oui, j'ai regardé un petit peu les actions, notamment côté Microsoft, dans un premier temps. Je crois que ça n'a pas changé grand-chose. Alors, j'ai pas vraiment l'habitude de regarder les actions, donc je suis pas non plus un expert, hein, mais ça continue de croître. Il n'y a pas de problème du côté Microsoft. Je pense qu'ils ont une communication très rassurante aussi lors de la crise. Ils ont plutôt bien géré rapidement. Du côté d'OpenAI, alors il y avait une offre publique d'achat qui était en cours. Et je pense que celle-ci a été interrompue. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est une pause? Est-ce que c'est un arrêt? Il y avait 86 milliards de dollars qui étaient en jeu, donc je ne sais pas. Ça reprendra sûrement. Et côté Google, rien de particulier. Voilà, j'ai rien vu de spécial. Je sais pas. Je sais pas comment ça va tourner dans les prochaines semaines, cette histoire-là. Moi, j'ai l'impression que la boucle est fermée. C'est comme ça que vous le ressentez, Fred, Sylvain?
Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans. C'est quoi c'est le symbole de quoi, là, ce qui se passe? Moi, j'essaie de voir le sens. Là. Ça fait une semaine. C'est sûr que la poussière n'est pas encore retombée parfaitement, là, mais on a quand même une semaine pour essayer de faire du sens avec ce qui se passe. C'est quoi, là? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, là? Ben, il y a plusieurs pistes à suivre qu'on veut faire du sens avec ça, là. J'ai essayé de les noter, là, mais il y a la piste idéologique entre le comité de direction original qui contrôle à la fois la branche à but non lucratif et la branche lucrative d'OpenAI. Ben oui, ça, c'est une façon. Ça, je ne savais même pas, là, cette organisation. Donc, Ouais, c'est mais le conseil d'administration qui est à but non lucratif? en fait, ouais, c'est une gouvernance qui Parce est qu'associer ça à bicéphale. Microsoft, moi, je comprends pas, là. La position de Microsoft, en fait, c'est pas une position de contrôle, c'est juste une position de soutien financier qui passe beaucoup par. C'est eux autres qui font tourner le modèle GPT-4, 3.5, etc. Ouais, mais 49% des parts, c'est pas juste un petit Et c'est pas des contrôle parts financier, là. c'est pas un contrôle. Ils sont pas en contrôle je dirais de la portion à but lucratif. Là. Ceux qui Mais sont en contrôle de ça, officiellement, mais officieusement, on voit bien que c'est c'est eux un autres qui ont. conseil. Ouais, c'est ça. Il y a une différence entre le contrôle et l'influence, là. Ouais, voilà. Parce que Puis là, ben, l'influence, il me semble que ça a bien ouais, été, c'est leur ça. influence, là. Sur l'influence de Microsoft, ça, il n'y a aucun doute, mais je ne connais pas la hauteur de leur contribution, là. Je t'ai entendu en parler tantôt, puis personnellement, moi, je ne la connais pas. Mais le conseil de direction, le CA, si on veut, de direction d'OpenAI, c'est vraiment le CA qui dirige à la fois, qui a le contrôle sur la mission d'OpenAI, puis donc je dirais sur la mission de sa branche à but non lucratif. Puis cette mission-là, c'est de créer une intelligence artificielle générale pour le bien de tous. Puis comment ils définissent l'intelligence artificielle générale, selon Sam Altman, c'est un système d'intelligence artificielle capable de prendre en charge la plupart des tâches qui ont une valeur ajoutée sur le marché. Fait que c'est une espèce de personne moyenne, si on veut, qui serait capable d'avoir de multiples expertises, la façon dont Sam Altman l'a défini, là, si on veut. Mais ce qui est intéressant plus au niveau du conseil d'administration, si on veut, c'est que c'est un conseil qui est composé de scientifiques, pour la plupart, puis qui contrôle la définition de l'intelligence artificielle. C'est eux autres qui disent quand est-ce qu'ils ont réussi leur mission. On a développé une AGI, une intelligence artificielle générale, puis ça, c'est sous leur contrôle. Puis tout ce qu'il y a en dessous de ce plateau-là, si on veut, ben là, Microsoft puis les différents investisseurs ont un retour sur un investissement qui correspond à 100 000 fois ce qu'ils ont mis comme le maximum. Là, parce que la branche à but non lucratif d'OpenAI, c'est un capped, en tout cas, il y a un plafond qu'ils ne peuvent pas dépasser. C'est-à-dire qu'ils font de l'argent, c'est à but lucratif, mais ils ne dépassent pas un plafond. Fait que le retour sur l'investissement, le maximum du retour sur l'investissement est déjà connu par les investisseurs, dont Microsoft. Puis les investisseurs, quand OpenAI sort une application, comme ChatGPT par exemple, ben là, les investisseurs vont recevoir un retour, vont recevoir des dividendes en fonction de l'argent qu'ils ont mis dans OpenAI, des ressources qui contribuent au développement de ça, mais ils n'ont pas en contrôle l'intelligence artificielle générale qui fait partie de la mission d'OpenAI. C'est pas eux autres qui contrôlent ça, c'est le comité scientifique. Mais le but de développer cette intelligence artificielle générale-là, est-ce qu'ils ont des objectifs à court terme ou c'est juste pour les guider, pour essayer de faire avancer je ne sais pas, c'est quelque chose de concret qu'ils veulent vraiment réaliser à court terme ou c'est un projet ambitieux à long terme, puis on verra? C'est l'énoncé de mission d'OpenAI dans sa branche à but non lucratif. Là. C'est ça c'est vrai. Et de la mettre au service du bien de l'humanité. C'est ça. Puis dans ce premier comité de direction-là, ou comme CA-là, si on veut, il se trouve beaucoup de scientifiques. En fait, c'est généralement composé de scientifiques dont la plupart sont investis dans différents types de projets ou dans une idéologie qu'on a qualifiée de long-termiste, en tout cas long-termism, puis d'altruisme effectif. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'ils réfléchissent le développement d'une intelligence artificielle dite générale, c'est ça, que Altman définit comme une espèce d'être humain lambda, là, expert en tout, si on veut, donc capable de faire des tâches à valeur ajoutée sur le marché. Mais ce produit-là, s'il venait à naître, serait sous le contrôle de la branche à but non lucratif parce que c'est ce comité-là, ce conseil-là, qui dicte on a atteint notre mission ou pas.
Puis Sam Altman, ils l'ont quoi? Ils l'ont congédié parce qu'il s'éloignait de ça ou parce qu'il Ben, me là, semble aller dans cette direction-là? ouais, je parle beaucoup, mais il dit en fait que Sam Altman n'avait pas été très candide, autrement dit, qu'il n'avait pas dit toute la vérité sur les directions qu'il donnait, sur là où il était rendu d'un point de vue de la recherche, donc du développement de produits, puis là où il s'en allait aussi sur le plan des affaires. Mais maintenant, ce que ça Ça veut me semble dire, on faible ne comme sait pas. congédier Mais, quelqu'un, ouais, c'est ça, là. ouais, Moi, si on me congédie pour ça, je vais demander des exemples concrets, là, parce que... Ben, c'est pour ça que ça a provoqué une levée de bouclier, mais tu sais, si on veut s'intéresser à la chose, puis après ça, je vais me taire pendant quelques minutes, là, mais si on veut s'intéresser à la chose, il faut considérer qu'il y a probablement des conflits ou des contradictions sur le plan idéologique, là, sur la façon de concevoir l'intelligence artificielle puis ses objectifs, puis les objectifs d'affaires. Il y a des contradictions entre la branche à but non lucratif et la branche lucrative qui répondent pas du tout aux mêmes missions, là, si on veut. C'est sûr. Il y a des contradictions aussi, ou en tout cas des tensions sur le plan financier, parce que Sam Altman est peut-être plus quelqu'un qui veut accélérer le développement de l'intelligence artificielle, sous pression de Microsoft aussi. Puis il y a des dimensions aussi qui sont de développement. Là, il y avait le DevD d'OpenAI récemment. Puis OpenAI changeait un peu sa direction. Là. Au lieu de faire juste du développement de logiciels, il allait vers le développement d'une plateforme, donc le développement d'une infrastructure capable d'accueillir des modèles linguistiques ou des systèmes d'intelligence artificielle. Puis pour être capable de passer d'une compagnie qui fait du développement de logiciels à une compagnie qui propose une infrastructure, ben là, ça prend d'autres moyens. Tu sais, ça prend du hardware, là, ça prend ça prend des serveurs, ça prend des puces, ça prend de l'argent, ça prend plus de choses. Puis il y a peut-être là aussi qu'il y a eu des mésententes là, avec le comité scientifique qui trouvait peut-être que ça allait trop vite par là. Puis enfin, il y a aussi Quand on des dit le comité scientifique, c'est quel type de scientifique, là? Ben, c'est C'est beaucoup juste du monde. des informaticiens ou C'est beaucoup du c'est monde qui des sont très experts proches du développement académiques? logiciel puis de l'IA, là, OK. qui formaient OpenAI au départ, là, qui sont là, puis que c'est pas des ils n'ont pas la réputation d'être des administrateurs de carrière, là, c'est plus des scientifiques, là, souvent. Puis après ça, ben, il y a des tensions au niveau du marketing, parce que vous avez peut-être entendu parler de QStar, hein, qui serait comme un projet secret là, de OpenAI, hein, qui serait Q, c'est ça? C'est leur... c'est quoi, rappelle-moi, Q? Moi, j'ai vu que Q, personne ne savait que c'est quoi. Il y en a qui ont dit que ça faisait référence à Q dans Star Trek, d'autres que ça Ben, c'est ça faisait que j'ai pensé référence quand à j'ai... quality, donc qualité, d'autres que, en tout cas, peu importe, je ne le sais pas. Là. Moi, de mon point de vue, dans le moment, c'est encore du marketing. Là. Mais je ne veux pas prendre toute la Puis le place. marketing, il tourne autour d'une intelligence artificielle générale, c'est ça qui est... C'est ça le projet Q, j'essaie de voir. Qui serait capable d'inférer des résultats un peu la façon dont un être humain le fait, si on veut. Donc, à partir d'une espèce de généralisation. Là. Tu sais, quand on y pense, en fait, puis Lequin en parlait, ça fait pas très longtemps, là, l'esprit humain est beaucoup plus efficace qu'une intelligence artificielle dans le moment. Ça demande vraiment moins de ressources pour apprendre quelque chose puis pour produire un résultat. Mais, hein? On peut pas en produire à la vitesse de la lumière comme une machine le fait, là, mais c'est vraiment beaucoup plus efficace par rapport à ce que ça prend. En tout cas, pour comprendre c'est quoi un chien, tu peux montrer trois photos de chien à un enfant, puis il est capable. Tu n'as pas besoin de tout scraper ce qui se passe sur Internet en photo de chien pour qu'il y apprenne. Là. Oui, puis un déjeuner est suffisant pour lui donner l'énergie pour le faire, contrairement, c'est ça. Oui, c'est vrai, il y a ça. Le Q-Star irait un peu dans le sens d'une optimisation des performances de ce genre de modèle-là, si je comprends bien, là, c'est un peu ça l'idée, là. Puis, mais là, je suis pas la meilleure personne pour en parler. Mais bref, ce problème-là, on peut le voir on peut l'attaquer par plein de places différentes qui sont autant du marketing, du développement, de la finance que c'est ça. C'est pour ça que ça rend la chose vraiment compliquée là, à comprendre. Il y avait cette semaine, quand ça a sorti, là, c'est sûr qu'il y avait des commentaires aussi en bas de mes publications. J'ai publié que Sam Altman avait été congédié. Puis, il y a Alexandre, comment s'appelle ça? Alexandre Enkerli, qui est un ethnographe, un chercheur, qui s'est mis à pointer vers le terme, comment ça s'appelle? Test créal. Je pense à ça c'est vers ça que tu pointais, Fred, un peu plus tôt, là. C'est-à-dire que tranquillement, il y a une espèce d'analyse de l'idéologie de celles et ceux qui poussent la technologie en avant, là, qui pourrait se résumer. Tiens, je vais vous le faire, là, je lis l'acronyme devant moi. Puis vous allez voir, là, ça regroupe toutes sortes d'idéologies là, qu'on a déjà identifiées dans
dans le podcast, là, mais ça nous permet d'avoir un bel acronyme qui nous permet de les retenir par cœur. Donc, je ne sais pas si c'est même un acronyme le fun, là, test créal, en tout cas, c'est pas ce qui se donne, c'est pas ce qui se dit le mieux, en tout cas, dans une conversation. T pour transhumanisme. Donc, aider l'humain, là, à améliorer l'humain à travers la technologie. E pour extropianisme. Donc, créer du sens puis de l'organisation à l'aide de la technologie. Freiner l'entropie. Freiner l'entropie. Ouais, il y a le chaos, puis la technologie nous aide à faire plus de sens et organiser tout ça. Donc, extropianisme ou extropianisme, oui. Il y avait C pour cosmisme, donc notre désir de coloniser l'espace. Je pense évidemment à l'idée de lancer une voiture dans l'espace, qui est un projet assez cosmisme dans l'idée. Rationalisme, donc la raison qui est la seule source de connaissances. Ça, on a ça dans à peu près toutes les technologies, là. Altruisme efficace, ça, c'est la plus laide expression que j'ai lue depuis un bout, là, mais en tout cas, ce que ça veut dire, altruisme efficace, c'est une forme d'utilitarisme un peu plus, là, je dirais le plus grand bien pour le plus grand nombre, mais ajoutons avec le moins de ressources possibles ou plus efficaces possibles. Puis long-termisme, donc prendre des décisions là, en fonction d'un avenir qui serait très, très, très éloigné. Voilà, TESCRAL, TESCRAL. Amusez-vous bien avec ça. Il est horrible, cet acronyme. Il est horrible, mais en tout cas, c'est vers ça. Puis, dans le fond, c'est que Sam Altman serait l'archétype même de l'incarnation de cette idéologie-là. Donc, on pousse toujours vers l'avant. On essaie d'améliorer l'humain à travers ça. Donc, tous les mouvements, les idéologies que je vous ai mentionnés. Puis, Sam Altman serait... comme plusieurs grandes figures de la technologie, là, seraient des incarnations de ces différents idéaux-là. Ouais, je suis toujours un peu du mal, moi, quand on présente les gens comme des héros. Et parce qu'il a été qualifié de héros, là, il n'y a pas longtemps, en tout cas en France, quand il a été justement remercié par OpenAI. Et ouais, j'ai toujours un petit peu du mal avec cette idée-là. Et on n'oublie pas quand même que c'est justement lui qui a permis le virage commercial d'OpenAI. Donc, bon, voilà, pas plus. Héros pour certains qui s'inscrivent exactement dans cet esprit-là. Hein, peut-être zéro pour ceux qui sont en désaccord avec cette marche en avant-là. Mais je pense qu'effectivement, ce qu'il a fait, c'est ce virage commercial et c'est ce qui déplaît aussi. C'est-à-dire qu'en fait, là, le vendre tout un tas de petits produits autour de ChatGPT, ça plaît pas à une partie de l'équipe. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, je sais pas si vous avez trouvé les personnes qui étaient à l'initiative de ce putsch. De ce putsch. Ce coup. J'avais vu passer l'info et je l'ai plus en tête. Parce que apparemment, il y a eu comme une pétition, enfin, ou quelque chose qui a été signé par 738 personnes d'OpenAI, alors sur 770, donc ça en laisse peu quand même. Mais la pétition, il voulait le retour de Sam Altman. Oui. Oui, moi j'ai vu ça, ouais. Donc, c'est vraiment au cœur du CA que ça grenouillait, puis qu'on trouvait qu'il n'allait pas dans la bonne direction, mais tous ceux qui faisaient partie de l'équipe de Sam Altman, puis tous ceux qui travaillaient dans cette direction-là là, qu'on critique, que tout le monde veut, en tout cas, un grand pourcentage de celles et ceux qui travaillent pour OpenAI veulent aller dans cette direction-là. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce que je lis. Là, moi, je me suis demandé si dans le conseil d'administration, il n'y avait pas justement ChatGPT et ce serait ChatGPT qui aurait pris la décision. Ah, sûrement. Ça, c'est aussi possible, ça. Et puis, juste après, excusez-moi, j'ai fait une erreur, tu peux revenir. J'ai halluciné pendant quelques jours. J'écoutais justement une entrevue avec... parce que moi, j'ai fait ça aussi, là, je me suis garoché sur des podcasts aussi. Je me suis dit, il y a sûrement des entrevues avec... Sam Altman, parce que je le connaissais pas assez. Puis je suis tombé sur une entrevue qui
qui a été publié, en fait, qui a été enregistré 2 jours avant qu'il soit congédié. Donc, c'est quand même pas pire. Vous irez écouter ça, c'est sur le podcast Hard Fork, donc que je traduirais par fourchette robuste. Hard Fork. C'est un podcast du New York Times qui s'est intitulé Mayhem at OpenAI. Puis, on questionnait, c'est intéressant de l'entendre aussi, parce que c'est sûr que quand on lit des articles, évidemment, on réduit un peu son discours à pas grand-chose. Puis, effectivement, il n'y a pas de mensonge dans ce qu'on dit de lui. C'est sûr que c'est exprimé avec plus de subtilité. Mais on le questionnait, entre autres, justement, sur cette opposition-là entre catastrophiste puis techno-enthousiaste. En fait, on disait, est-ce que c'est juste de vous qualifier comme un techno-enthousiaste qui a la pédale au fond, dans la pédale de gaz au fond? Puis, il répondait que c'est sûr que lui, quand il rentre au boulot, il ne peut pas se dire bon, j'haïs tellement ce que je fais, puis j'haïs tellement ce projet-là, puis on va détruire le monde. Il peut pas se dire ça. Mais il disait que, effectivement, il ne fallait pas non plus avoir la pédale au fond. Puis son but, puis ça c'est intéressant aussi dans le discours, c'est qu'ils disent que bon, l'important, c'est de contribuer au bien commun. Donc, ça, c'est toujours là. Puis c'est là aussi dans le discours. C'est une intention qui est souvent honnête et sincère. Puis lui aussi, il parlait du fameux alignement. Ça c'est un terme, là, ça revient aussi en anglais, l'alignement. C'est-à-dire que les technologies doivent être alignées sur nos besoins, sur nos idéaux, sur nos valeurs, sur le bien commun. Puis c'est justement, là, c'est sur cet alignement-là ça commence à m'agacer là, quand on dit AI for good, là, comme si le good, c'était si facile à définir que ça. Là, tout ce qui reste, c'est juste de nous aligner sur le good et sur le bien en question. Puis pour un philosophe et éthicien comme moi, là, ça fait 2000 ans là, que la philosophie morale se chicane autour de c'est quoi le bien, c'est quoi le juste, puis c'est quoi le beau, puis on en discute depuis des milliers d'années, puis on est loin d'avoir un consensus. Donc, l'alignement, c'est bien, mais il faut le voir comme un idéal. Là. On ne peut pas aller trop vite vers cet alignement-là. Une fois qu'on est aligné, il ne faut quand même pas avancer trop vite là, parce qu'on n'est pas sûr d'où ce qu'on va exactement, puis ça prend des discours, des dialogues pour essayer de déterminer au juste là, c'est quoi le bien commun dans l'année prochaine, c'est quoi le bien commun dans 100 ans, puis tranquillement avancer avec la technologie. Donc, l'alignement, ça revenait dans son discours. Je ne sais pas comment ça vous fait réagir ça. Je prends la parole. Oui. Allez, c'est parti. Attention. Non, moi, ça me fait bien réagir et je vais faire un petit peu le pont avec ce que Fred dont Fred a parlé tout à l'heure sur ces petites contradictions qu'il pouvait y avoir entre à la fois du coup la démarche initiale d'OpenAI qui était à but non lucratif et derrière cette vision cette vision commerciale qu'il y avait derrière. Et ce que tu viens de dire, là, Jean-François, aller vers un idéal, prôner des valeurs, etc. Enfin, oui, c'est bien, j'entends, mais j'aimerais bien là qu'on en arrive au stade où on commence gentiment à donner corps à cette idée-là, à ces idéaux, parce que je trouve toujours, en fait, ça me fait penser énormément parallèlement à ça, je ne sais pas si vous avez vu en France, du coup, ce qui s'est passé, il y a eu, donc alors, Xavier Niel, Eric Schmidt et Rodolphe Sadé qui ont du coup fait leur lancement de leur fondation, du coup, pour l'intelligence artificielle, QTAI, et du coup, c'est hyper intéressant parce que, alors, je fais une petite parenthèse. Moi, j'ai un peu l'impression de voir, vous voyez, l'équipe des grands frères, enfin la bande d'amis ou les grands frères qui sont en groupe, donc que sont les GAFAM et OpenAI. Et puis derrière, le petit frère un petit peu pâteau et puis qui est plein de choses dans les mains et qui dit hey, attendez-moi. Et ben j'ai un peu l'impression
J'ai un peu l'impression qu'on est un petit peu dans cette idée-là avec QTI qui... Non, je suis méchante, je suis super méchante et critique et pessimiste. C'est horrible. Euh, Ok, je reprends. Désolée Xavier Niel, du coup pour cette image, mais en fait, avec cette fondation, il y a cette volonté de voilà de lancer enfin, ça y est, on se lance dans la course nous aussi, mais sur un pied d'égalité. On va faire des choses géniales. On va avoir un magnifique labo de recherche européen incroyable qui sera basé à Paris. Ça va être super. On va avoir un magnifique supercalculateur. Alors ça, j'ai pas arrêté de l'entendre, ce supercalculateur, supercalculateur. Alors là, la puissance de calcul, c'est hyper important, c'est crucial. Et puis la liberté de recherche, elle va être absolue. J'ai bien entendu ça. Hein. Je cite Xavier Niel, liberté de la recherche absolue. D'accord. Et en fait, déjà, voilà, il y a vraiment, oui, on va vraiment se tourner. C'est important qu'on ait enfin nos propres outils, nos propres applications qui prônent nos valeurs européennes. D'accord, mais donc concrètement, les valeurs européennes, quelles sont-elles et comment on leur donne corps, encore une fois. Et vraiment, il y a cette idée-là en permanence qui tourne. Et moi, j'aimerais bien, je trouve que là, on a loupé un petit truc avec cette super annonce de fondation et de recherche, de labo de recherche, voilà, français, là, européen. On n'a pas fait le lien avec cette volonté permanente de l'européenne de faire de la régulation. Là, on lui a pas donné corps. On n'a pas fait le lien avec ça. On dit oui, va y avoir nos valeurs européennes dans nos outils, ça va être super. Mais d'accord, mais quoi? Donner du contenu. Xavier Niel, il a aussi investi dans justement Mistral, le fameux LLM qui n'a aucune limite. Donc les valeurs qu'il défend pour l'instant, c'est en tout cas aucun contrôle. Et du coup, moi, j'ai écouté une de ces interviews là ce matin. Ce qui me dérangeait, c'est que je l'ai pas du tout. Alors oui, là, il n'a pas arrêté de répéter. On va avoir de la puissance de calcul incroyable, ça va être super. Mais je l'ai pas du tout entendu parler de recrutement à part des ingénieurs, des scientifiques. Voilà, je l'ai pas entendu parler de recrutement. De juristes, par exemple, d'éthiciens, de sociologues, pour réfléchir justement. C'est bien de vouloir faire de l'intelligence artificielle responsable, de l'intelligence artificielle pour le bien commun. Mais s'il n'y a pas les personnes qui définissent un petit peu ce bien commun... Mais qui t'aident à le définir, c'est plus ça, là. Ouais. C'est plus ça, là. C'est comme si là, la technologie, elle est là, on essaie de la pousser vers le bien commun, puis tout ce qui reste, c'est ça qui m'énerve un peu dans le discours. On essaie de l'aligner vers le bien commun, mais le bien commun, on essaie de le trouver. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui le sait en ce moment. Donc, ça prend des juristes, des éthiciens, des hommes, des femmes qui juste discutent de ça. La démocratie, elle essaie de faire ça, là, de pointer vers le bien commun. Donc, l'aligner, il y en a qui n'aimeront pas l'alignement que tu choisis. Si tu penses que le bien commun, c'est clair, puis on s'en va dans cette direction-là avec le pied dans le plancher, bonne chance. Ça se peut que tu te trompes assez vite si la société n'en veut pas de ta technologie. Donc, y aller prudemment, pas à pas. Mais c'est là que le marketing vaut la peine. Puis, tu sais, le problème de l'alignement, pour faire un lien entre le marketing et l'alignement, là, il est assez clair. Là. Le problème de l'alignement tel qu'il a été énoncé, par exemple, par Norvig puis Russell dans leur livre sur l'approche moderne de l'intelligence artificielle, là, qui a de multiples éditions, tu sais. En gros, c'est s'organiser pour faire aux machines ce qu'on veut qu'elles fassent. C'est ça l'alignement. Maintenant, après ça, l'alignement sur les valeurs, l'alignement sur l'IA digne de confiance, comme on l'appelle parfois dans les milieux de l'éthique de l'IA, là, c'est aussi une approche qui est complaisante puis qui est quasiment fondée sur un mythe prométhéen. Là, on a l'équivalent du feu nucléaire. Juste pour vous rappeler que Sam Altman, puis le CEO, je pense, de Google, et Yoshua Bengio, etc., ont signé une espèce de déclaration du Center for AI Safety, parce que c'est comme une espèce de... C'est une branche en éthique de l'IA, là, le AI Safety, dans lequel on compare littéralement l'intelligence artificielle avec le feu nucléaire, avec l'arme nucléaire, montrant que ça a des risques, donc il faut l'encadrer.
Puis là, ben, c'est pour ça que je dis, voici un beau marketing. Là. On a le feu prométhéen qu'on a réussi à voler au dieu numérique du cosmos. Puis grâce à ce feu-là, on a un projet de société qui va faire en sorte qu'on va développer des technologies qui vont nous émanciper du travail, nous émanciper des tâches pénibles, qui sont dénuées de biais, de préjugés, etc., etc. Puis ce feu-là, on a le choix entre l'éteindre à coup de régulation et à coup d'encadrement, ce qui va avoir pour effet de nous priver de l'émancipation, ou au contraire, on admet que ce feu-là, on l'a en notre possession, puis on essaie de réglementer, ou en tout cas de réguler son développement. Puis là, ce qui se passe, puis c'est ça qui est un peu fascinant, puis en même temps, moi, qui me dérange souvent, c'est qui est capable de s'occuper ou de se préoccuper du problème de l'alignement, puis de faire en sorte que les technologies font ce qu'elles doivent faire. Mais c'est pas les éthiciens comme moi, c'est pas les gens en sciences sociales, c'est pas les avocats. C'est les compagnies privées qui décident c'est quoi le bien commun. C'est les ingénieurs en informatique, c'est etc. Fait que ce que ça fait, ce discours-là du AI safety, puis du problème de l'alignement, puis c'est ce qu'on retrouve dans à peu près toutes les discussions dans le dialogue social qui entoure la régulation et l'encadrement de l'IA, c'est, somme toute, faut que ça respecte des valeurs sans freiner l'innovation technologique. Il faut que ce soit sécuritaire. Donc, pour les utilisateurs et les utilisatrices, puis ceux qui s'occupent de ça, ben, c'est ceux qui sont capables de résoudre des problèmes techniques. Puis ça, ben, c'est les ingénieurs. C'est ceux qui connaissent ça. Puis là, ben, on se ramasse dans des discussions un peu technocratiques où est-ce que le commun des mortels est évacué parce qu'il se fait prendre dans des espèces de méandres là, de l'intelligence artificielle comme risque existentiel ou de l'intelligence artificielle comme menace pour les emplois, puis etc., etc. Alors que, tu sais, dans le plus simple d'intelligence artificielle, c'est une technologie qui automatise des tâches qui étaient généralement produites, exécutées par l'intelligence. Puis ça, ben, l'automatisation, on a de l'expérience avec ça, on le sait ce que ça provoque, on comprend ce qui se passe avec ça. Mais c'est souvent évacué du débat pour nous ramener dans des éléments, dans un discours sur justement ce problème-là de l'alignement puis du AI safety qui est dans les mains surtout de ceux qui connaissent ça, des experts puis des experts en IA. Puis tu sais, si on parle d'alignement, on peut peut-être parler de représentation aussi. Comment est-ce que comment les valeurs, par exemple, communes ou l'éthos public est représenté dans la conception de ces outils-là. Fait que, on a déjà les 3 larrons dont Shirley vient de parler avec Kyotai. 3 hommes blancs d'un certain âge avec certains moyens. Oui, c'est sûr, si tu vas dans cette direction-là. Voilà. Maintenant, on peut regarder aussi le nouveau conseil d'administration d'OpenAI, si vous voulez bien. Brett Taylor, qui est le co-CEO de Salesforce, qui est quand même une grosse compagnie, qui fait de l'intelligence d'affaires beaucoup. Ensuite de ça, il y a Larry Summers, qui a été le secrétaire du Trésor aux États-Unis, le président de Harvard, je pense, ou en tout cas d'une compagnie du Ivy League, d'une université du Ivy League comme ça, qui a été critiqué beaucoup pour avoir tenu des propos sexistes, mais qui disait dans un objectif de provocation pour susciter des débats et ce genre de choses-là, notamment que les femmes sont moins représentées à l'université parce que ils sont moins bonnes là-dedans et que ça les intéresse moins. Ça fait un peu penser à ce que notre premier ministre disait en 2012, que les femmes étaient moins intéressées par les salaires, par exemple. Après ça, Adam D'Angelo, qui était déjà sur le CEO, qui faisait déjà partie de cette gang-là, puis je pense qu'il est le seul qui reste, en gros. Puis Sam Altman, qui est en grosse discussion ou qui allait être réembauché par Microsoft avec son ami de toujours, hein, c'est quasiment c'est Sam et Greg, la star maintenant, Brockman, ben oui. qui sont retournés là. Fait que la question, en fait, c'est les scientifiques qui étaient sur le CA d'OpenAI semblent avoir été évincés ou en tout cas écartés en bonne partie, puis ont été remplacés par du monde qui viennent beaucoup du milieu des affaires, du développement des affaires en particulier. Puis là, ben, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'alignement de OpenAI avec sa mission première est encore à l'ordre du jour ou est-ce que OpenAI n'a pas juste été, a été littéralement métamorphosé dans une nouvelle compagnie qui est beaucoup plus proche du Closed AI que du OpenAI là, dans le moment. Puis, tu sais, ça, c'est des questions aussi. Puis là, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de représentation. C'est qu'on est tranquillement pas vite sorti du débat public, du débat là-dessus, parce qu'on n'a pas l'expertise pour en parler. Tu sais, qui peut parler d'algorithmes si on ne sait pas c'est quoi les algorithmes? Puis, bref, on a plein d'éléments comme ça qui font en sorte que cette industrie-là, qui est par ailleurs très, très concentrée, se développe sans checks and balance, ou presque pas.
Puis en plus, on a des espèces de mise en théâtre d'un problème de gouvernance qui est soudainement devenu une histoire mondiale là, qu'on suit avidement, alors que c'est une compagnie privée qui a eu un problème de gouvernance. Là. C'est pas la C'est une première fois compagnie que ça privée qui a un arrive. problème de gouvernance, mais je veux dire, elle nous concerne en ce moment. C'est pas juste ChatGPT, moi, c'est Microsoft, moi, qui m'intéresse davantage parce que tout ce que j'utilise en ce moment, c'est Microsoft. Puis bientôt, là, c'est sûr que tous ces outils-là vont rentrer dans tous les outils de notre quotidien. Je veux dire, je roule avec Windows. Donc, tout ça, là, sont présents. Ça doit être une compagnie privée. C'est une compagnie privée qui a une influence grande. Sa conception du bien commun à cette compagnie-là là, est en train d'influencer notre vie, en tout cas notre quotidien, non? Ben, Totalement. Et pour ils nous rebondir... imposent leur projet de société. Ah, excuse-moi, Shirley. Non, je t'en prie. Mais ça rejoint peut-être ce que tu allais un petit peu dire, l'interview de Xavier Niel, tu vois, sur cette idée mince, j'ai perdu mon idée. Ah bah, alors. C'est de ma faute, je m'excuse. Non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Non, attends, choquant. Xavier... Pardon, C'est si, voilà, ça y est. Xavier Niel, dans son interview, insistait bien sur cette idée que c'était vraiment une fondation à but non lucratif. Non lucratif, c'était une idée qui leur était très chère, etc. Et en même temps, parce qu'il était légèrement titillé du coup par les journalistes qui étaient présents, mais il arrivait à chaque fois à botter en touche sur la vision à long terme qu'ils avaient de cette fondation. Parce que forcément, le parallèle était avec OpenAI en perspective était assez facile à faire et avec ce virage commercial qu'a connu OpenAI et que Xavier Niel c'est pas bon voilà, il pèse dans le game quand même au niveau économique, tu te doutes bien il ne fait pas ça par pur altruisme et qu'il a forcément une vision à long terme. Et à chaque fois, il bottait en touche à 100% sur cette question-là. Et il restait sur son truc de mais c'est à but non lucratif et puis liberté de la recherche absolue. Voilà. À but non lucratif. Sylvain, faut-tu que je te donne la parole pour que tu parles ou c'est quoi? Tu nous regardes avec. J'ai l'impression que tu nous juges même. Il est là, il est assis, puis il est à son micro. C'est que tu passes de tout ça. T'as-tu suivi cette saga-là? J'ai suivi, mais je te dirais que je suis pas allé vraiment dans le détail là, au sens d'une chronique, d'un licenciement annoncé. J'ai pas suivi dans les détails, mais je trouve quand même le personnage d'Altman quand même assez intéressant. Et puis là, je vous écoutais là, sur la question de l'alignement, la question de la mission aussi. Ça, c'est intéressant parce qu'en même temps, quand on regarde les géants du numérique, puis on regarde leur mission, c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour faire le bien. Il n'y a jamais personne qui va dire on veut rendre le monde pire, ou on veut rendre le monde invivable. Par exemple, si on regarde Facebook, je fais un petit travail là-dessus, mais je veux dire, la culture d'entreprise de Facebook, c'est depuis le départ, là, depuis le début du projet de Facebook, c'est de rapprocher les gens. Ils vont dire ça comme ça, ou c'est l'interconnexion, l'interconnectivité, de créer des relations, des liens, des contacts. Créer des vraies relations. Exactement. Donc ça. C'est pour ça qu'on utilise Facebook là, pour avoir de vraies relations. Effectivement, oui. Je me souviens d'avoir déjà entendu cette blague-là. C'est sur Facebook, tu as 200 amis, mais quand tu arrives pour déménager, tu n'en as pas un seul. Mais en même temps. Ce genre de relation-là. Exactement, mais c'est une mission qui est là. Personne n'est contre le fait d'engendrer, de générer plus davantage de liens, de rapprocher les gens. Mais quand on regarde, ça c'est au début c'est ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font, c'est pas exactement ça. Là. Il y a des problèmes. On en parle même comme une arme de désinformation massive. Il y a des risques géopolitiques qui sont associés à ça. Maintenant, c'est rendu ça. Facebook est rendu étudié dans les affaires stratégiques ou les études de sécurité comme quelque chose d'une arme. Je veux dire, ça sert à ça aussi. Dans le cas de Google, ça, c'est la question de l'accès à l'information. C'est de donner le plus d'informations possible, la plus grande quantité d'informations au plus grand nombre de personnes possible. Encore une fois, il y a toute en fait, le modèle des GAFA actuellement, ça a été le modèle économique. Ça a été développé par Google au départ. Ils ont été longtemps sans faire de l'argent. Et puis, ils se sont rendus compte éventuellement que c'est par les données, c'est par les données utilisateurs, l'historique de navigation, les clics que les personnes faisaient, les mots-clés qu'ils entraient dans le moteur de recherche qu'ils pouvaient en fait vendre ça puis générer des revenus avec ça. Donc, c'est un peu accidentellement tout ça.
Mais encore une fois, il y a toute la question qui est associée à cette idée-là là, de planifier, de cibler la consommation comme telle. On peut arriver à se demander aussi quelles peuvent être les dérives. Et il y a la question aussi des médias qui ont été complètement vampirisés. Donc, il y a toujours des problèmes qui s'enchaînent, mais qui ne sont pas prévus au départ. Et je trouve ça toujours... On veut s'aligner, on a des idéaux au départ. Exactement. Puis à la fin, entre ce qu'on dit qu'on aimerait faire puis ce qu'on fait, il y a parfois une bonne différence. Là. Puis dans le cas d'OpenAI, eux sont beaucoup plus jeunes que les autres. Mais leur mission, je l'ai pris en note, notre mission est de garantir que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité. Donc, encore une fois, on ne peut pas être contre à ça. C'est open. Puis quand je regarde Altman, ce que j'ai l'impression, c'est peut-être que c'est un peu faussé, mais j'ai l'impression que pendant un bon moment dans sa vie professionnelle, il était plutôt enthousiaste par rapport à cette technologie-là, c'est-à-dire vraiment plus en phase ou aligné avec les missions, l'origine de OpenAI. Et puis dernièrement, là, il a commencé un peu à changer son discours, est allé un peu plus vers les risques, les dangers potentiels. Donc, en fait, son cheminement me fait penser un petit peu peut-être à celui de Yoshua Bengio aussi, là, qui a un départ un peu plus optimiste, mais là, aujourd'hui, un petit peu plus de mise en garde. Ce qui m'intéresse aussi, dans ce que je trouve intéressant dans cette question-là, des visions, c'est parce que moi, je fais une enquête là, sur les entrepreneurs. Puis je questionnais sur c'est quoi la mission de l'entreprise et tout ça. Puis là, à chaque fois, on me disait c'était quoi les valeurs. Puis c'était toujours un petit peu comme un mot appris par cœur. C'est-à-dire, si j'ai à intervenir dans un pitch ou avec les autres, c'est ce que je dis. Et là, en creusant un petit peu, pourquoi, c'est quoi les valeurs, la mission de l'entreprise? OK, mais c'est pourquoi tu es devenu entrepreneur, tout ça. De fil en aiguille, là, souvent, il y a d'autres motivations qui émergent. Et il y a cette question-là de mercantile, là, d'essayer de faire de l'argent, tout simplement. Là, j'ai démarré une entreprise pour la vendre, la monter à une certaine valeur, la vendre, puis prendre ma retraite à 40 ans, à 45 ans. Ça, ils ne disent pas d'emblée. Mais en travaillant un peu, moi, il y en a même 2 qui m'ont dit ça à micro fermé, là. Ils m'ont dit ça une fois que l'entrevue était finie. Ils disent, ouais, je ne l'ai pas dit, mais moi, j'avais quand même ma motivation, c'était ça. Donc, quand on parle, c'est ça qui me fait rire un petit peu. Ça me fait pas rire, mais je veux dire, je trouve ça intéressant. Mais quand on parle de long-termisme, transhumanisme, tout ce qu'on est, le cosmisme, puis ça, c'est dans le discours. Extropianisme, c'est toujours la prise en compte du futur comme ça. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, souvent, ce futur-là qui est imaginé, c'est en fait le passé du capitalisme. Hein? Parce que si mon idéal, c'est de réussir à vendre, de devenir riche, je veux dire, il n'y a absolument rien d'original là-dedans. C'est quand même assez vieux, ça, cette histoire-là. Alors, j'ai l'impression que dans ces grandes projections, dans ces grandes anticipations-là, dans ces grandes visions-là, il se cache souvent le passé, en fait. C'est pas vraiment du futur, c'est juste du passé recyclé, remarché. Mais dans le discours, c'est futuriste, c'est ambitieux, ça pointe vers des idéaux, ça pointe vers une conception du bien, mais quand tu grattes, finalement... c'est de la propriété, c'est le régime propriétariste, comme pour dire à la formule de Thomas Piketty, donc, qui est associé au capitaliste, là, mais en fait, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment un futur qui nous est inconnu. Puis ce qui m'intéressait aussi avec Sam Altman, c'est que souvent, les discours qui sont négatifs, plutôt... qui essaie de nous mettre en garde. Là, j'avais extrait de quelques citations. On en connaît quelques-unes, là, des grandes figures. Par exemple, Bill Gates, là, je vous les lis là, parce que je les avais prises en note, puis je veux quand même pas que mon travail de recherche ne soit pas valorisé dans ce podcast. Sylvain. Alors, Bill Gates, je cite, « Une fois que vous commencerez à fabriquer des machines qui rivalisent avec les humains et les surpassent en intelligence, ce sera très difficile pour nous de survivre. C'est tout simplement inévitable. » Ça, c'est Bill Gates. Stephen Hawking, malheureusement décédé, il est clairement possible, je cite, « Il est clairement possible qu'une chose acquiert une intelligence supérieure à celle de ses ancêtres. Nous avons évolué pour être plus intelligents que nos ancêtres simiesques et Einstein était plus intelligent que ses parents. Si cela se produit, nous pourrions être confrontés à une explosion de l'intelligence qui aboutirait à des machines dont l'intelligence dépasserait la nôtre, de plus que la nôtre ne dépasse celle des escargots. » Et finalement, je garde toujours le meilleur pour la fin. Comme vous le savez, j'aime bien Elon Musk. Là. D'ailleurs, je vais probablement entamer sa biographie avec résolution prochainement. Là. J'ai très hâte de lire ça. Et je pense que même Darren Aronofsky prépare un biopic sur Elon Musk. Oh, ça va C'est être sa bon, réplique à Napoléon, mais je pense que ça risque de susciter pas mal d'intérêt.
Là, Elon Musk, on a les meilleurs, en fait, dans là, vous allez voir ce que je vais en dire. En fait, c'est, bon, je cite, « Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Dans toutes ces histoires où il y a le gars avec le pentagramme et l'eau bénite, c'est comme, ouais, il est sûr qu'il peut contrôler le démon. Ça ne marche pas. L'intelligence artificielle, encore lui, l'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. » Et ça, en fait, c'est une conclusion, un constat qui l'amène à essayer de trouver des moyens pour mettre à niveau l'humanité, faire en sorte que le cerveau humain ne reste pas en décalage par rapport à cette IA-là. Et là, c'est son entreprise avec Neuralink, qui essaie de faire une fusionnée des implants dans le cerveau, justement, pour mettre à niveau. Et une autre citation de lui, « Si vous ne pouvez pas battre la machine, le mieux est d'en devenir une soi-même. » Donc, ça, c'est vraiment dans le transhumanisme. Ça, c'est dur d'avoir une meilleure citation. On a un condensé de ça, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces personnages-là, ils connaissent rien, fondamentalement, en intelligence artificielle. C'est pas des scientifiques de l'IA, c'est pas des ingénieurs. Elon Musk, c'est un ingénieur, mais pas en informatique. Dans le cas de Stephen Hawking, c'est un physicien. Dans le cas de Bill Gates, c'est un homme d'affaires qui a développé des logiciels, je veux dire. Mais dans le cas d'Altman, c'est pour ça que je trouve intéressant, c'est que lui, c'est vraiment ça qu'il fait. Donc, j'ai l'impression que sa parole est peut-être plus crédible aussi par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que son discours, je me trompe peut-être, mais il a comme évolué. Au début, il y avait un peu un discours qui ressemble à celui dont on a parlé avec Philippe Baudouin. C'est-à-dire qu'il faut démocratiser la technologie, il faut la disperser le plus possible, éviter qu'elle soit concentrée. Donc, ça, c'est un peu sa vision de base. Et puis là, avec l'arrivée de ChatGPT l'an dernier, là, il a commencé à mettre un peu les signaux d'alarme. Mais en fait, ça, pour moi, c'est un peu du cosmétisme. Juste comme un passage obligé. Je veux dire, peut-être que c'est la commercialisation ou l'accélération de ça qui l'a amené peut-être à changer son discours, d'être un petit peu plus de mise en garde, mais en fait, peut-être que ce changement de discours-là reflète probablement ce qui s'est passé, des tensions avec son conseil d'administration. Son conseil d'administration est un peu plus fidèle à la mission d'OpenAI, alors que lui a fait un tournant un petit peu plus commercial avec Microsoft. Peut-être que ça s'est traduit dans cette espèce d'exercice-là de théâtralisation là, d'un discours que oui, finalement, il y a des risques, mais peut-être que je me trompe, là, mais en fait, peut-être que ce conflit-là a commencé depuis beaucoup plus longtemps, qu'il a peut-être essayé de corriger le tir, puis ça s'est terminé par un licenciement pour finalement revenir. Mais bon, c'est un peu ma vision de l'affaire. Tu vois, ça vaut la peine de... Ah, écoutez. Il s'est muté. Toutes les fois, toutes les heures qu'on enregistre, il y a toujours le petit son de l'horloge à Sylvain qu'on entend. Charlie, t'allais ajouter quelque chose d'autre? Non, j'aimais bien cette idée de Sylvain qui disait que ça avait été théâtralisé. En fait, je pense que ça résume assez bien ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, on s'est énormément concentré sur ces derniers jours, ce qu'il s'est passé. Et Sylvain a raison de rappeler que c'est quelque chose qui s'est certainement joué beaucoup plus, qui s'est inscrit beaucoup plus dans la durée, en fait, finalement. Et cette théâtralisation, elle est le fruit de ces quelques jours et le fruit, en fait, d'une théâtralisation plus grande, plus générale. Donc, c'était il y a l'image d'Apple, ce qui s'est passé avec Apple, avec le licenciement, la mise à la porte de Steve Jobs. Encore une fois, ça, c'était pas... Mais c'était la même chose. C'est-à-dire, Steve Jobs... Oui, j'ai pensé tout de suite à ça quand j'ai vu ça. Exactement. L'important, c'est le produit, de faire le plus beau produit possible, côté esthétique, la machine la plus puissante, qui a le plus de fonctionnalités. Puis même si elle ne se vend pas après, c'est pas grave, parce que l'important, c'est d'avoir une œuvre d'art, en fait, une sculpture à chaque fois. Et puis là, évidemment, ça n'entrait pas avec ce qui était devenu Apple à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est une multinationale qui vendait des machines à faire de l'argent. Là. Et en appelant Jake Sully, là, qui était le PDG de Pepsi, je veux dire, c'était pas là pour le volet scientifique. Je veux dire, il y avait une stratégie commerciale pour vendre de la liqueur noire dans les années 80 qui a explosé. Puis le marketing de Pepsi dans les années 80 était vraiment là, c'était vraiment un modèle de réussite. Là. C'est parce que on connaissait le Coke, on connaissait un peu moins de Pepsi, puis lui, il a réussi à nous le rendre cool. Là. Donc, viens faire la même chose avec les ordinateurs, mais les ordinateurs ne se vendaient pas parce qu'ils étaient trop chers, etc. Mais il y a eu un conflit qui a mené à ça. Ça me fait penser un peu à la même situation. Oui, puis après ça, ils l'ont ramené aussi. Ils l'ont ramené quand la barque était en train de prendre l'eau là, de tous côtés.
Et il a d'ailleurs été réaccueilli comme un héros. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas duré 3 jours. Comme ça, Non. J'ai pas compris, Stéphane? Non, je disais que ça n'avait pas duré 3 jours, ça avait duré un peu plus longtemps quand même. Là, ça a été très rapide. C'est vrai, on a eu un condensé. La technologie va plus vite, puis la résolution des conflits va plus vite aussi. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est quand on regarde, on parlait d'Apple, mais parce qu'Apple n'ont pas été les premiers non plus à produire le micro-ordinateur, l'ordinateur personnel. Mais en fait, il y a eu le conflit avec Microsoft, mais bon, puis dans le cas de Facebook, c'est pas été les premiers non plus à inventer le réseau social numérique non plus. Dans le cas de Google, c'était pas le premier moteur de recherche. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce qui est important, c'est pas d'être le premier ou même d'avoir le meilleur produit à un moment X. C'est vraiment celui qui va réussir à s'imposer. C'est ça la prime au premier entrant, c'est-à-dire de saisir le marché, de s'y établir comme une espèce de monopole. Et là, j'ai l'impression qu'avec les modèles de langage qui est comme celui de ChatGPT, il y a une lutte comme ça qui est en train qui se déroule. Et puis là, l'enjeu, c'est de devenir le Google des modèles de langage. Et là, Microsoft met le paquet là-dedans. Et j'essaie de voir un peu les investissements. C'est pas facile, là, mais ce qui sont projetés, mais puis actuel, passé et projeté, mais je veux dire, on arrive à des dizaines de milliards. Là. Je veux dire, ça, c'est pas fait pour pas faire d'argent avec ça, pour pas faire de dividendes. Donc, c'est vraiment pour s'emparer du marché. Et c'est peut-être ça aussi qui a mené à cette friction-là plus amplifiée avec son conseil d'administration. Oui, alors OK. Vas-y. Juste une remarque. C'est effectivement... Alors, il y a Sam Altman, mais est-ce qu'il n'a pas été aussi grandement manipulé par Microsoft, puisque l'objectif de Microsoft, justement, comme tu dis, c'est de s'accaparer en fait le pouvoir d'OpenAI sans le posséder, parce que peut-être qu'il y aurait un problème aussi, il serait trop puissant, peut-être que ça poserait un problème au bout d'un moment. Surtout qu'aux États-Unis, je pense qu'il y a des lois aussi à un moment donné qui obligent de démanteler une entreprise qui aurait un monopole. Ben oui. Donc voilà, il y a peut-être aussi ce côté un peu super pouvoir de Microsoft, mais sans trop en faire non plus. Ça fait très pouvoir obscur de la force que tu viens de dire. J'aime beaucoup. Mais dans le reste, quand même, si on accumule tous les... dernière intervention. Ouais, si on accumule tous ces investissements-là, peut-être dans le modèle de langage, je veux dire, on arrive à des chiffres qui s'approchent du programme Apollo, là, quand même. Je veux dire, on arrive avec des affaires vraiment pharaoniques. Là. Quand on regarde ça, on met ça en perspective, c'est quand même assez incroyable. Là. Je veux dire... Apollo, il y a eu un impact. Mais le problème, c'est qu'on les voyait, on voyait ce que ça faisait. Là, on le voit un peu, on le voit pas. C'est dans les applications de tous les jours. Mais je veux dire, c'est quand même la même. Parfois, c'est même plus élevé en termes d'investissement que même le projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'était 2 milliards à l'époque. C'était à peu près 24 aujourd'hui. Là. C'est rien là, par rapport à ce qui s'investit en IA maintenant. Là. C'est rien. Beaucoup de sous dans ce domaine. Écoutez, on a fait un bout. Merci, gang. Je ne sais pas si on a vraiment pas fait le tour. C'est intéressant de passer à travers ça. C'est rare qu'on se tape une nouvelle comme ça, là, puis essayer de suivre l'actualité. Souvent, on a un peu plus de temps pour réagir, mais en même temps, c'est un exercice le fun. Puis on peut partir, on le voit, là, de quelque chose, un événement d'actualité pour penser... Pour réfléchir. Je sais que dans notre discours aussi, je le vois, là, c'est un peu... Je pense que c'est notre biais aussi. Là, c'est un peu tentant de cibler peut-être un peu plus, nous autres, les problèmes de cette industrie-là. Tu sais, c'est sûr que c'est notre boulot, là, d'identifier les problèmes, les enjeux éthiques, sociaux, juridiques, sociologiques. C'est sûr que dans ce cadre-là, là, c'est sûr que pour nous, c'est du bonbon, ce genre d'histoire-là, parce que ça nous permet vraiment d'identifier ou de cristalliser les problèmes. On dirait que tous les problèmes étaient là dans un seul événement. J'espère que vous avez aimé cette analyse à chaud. Une semaine plus tard, la poussière est encore dans les airs, puis on essaie de faire du sens avec ça. Je serais curieux de réécouter cet épisode-là dans 2 ans pour voir ce qu'il en reste. Il
Il y a une piste qu'on n'a pas suivie, que j'ouvre comme ça, parce que la piste Microsoft, on ne l'a pas suivie, mais il y a toute la question du hardware. Tu sais, ces affaires-là, on présente l'intelligence artificielle comme quelque chose de magique là, dans le nuage. Puis on n'a pas exploré l'industrie de l'IA, qui n'est pas une industrie propre du tout. Là. Tu sais, pas propre au sens environnemental, mais pas propre non plus au sens humain du terme. C'est une industrie avec son développement, puis avec ses pratiques, puis ça, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé non plus de l'espèce de dynamique étrange ou très, très complexe entre Microsoft, Nvidia, OpenAI puis les modèles GPT. Parce qu'il y a ChatGPT, mais GPT, il y en a plein. Oui, c'est arrivé avant, oui. Ça, on n'en a pas parlé, puis c'est quelque chose qui est gros puis qui est majeur. On n'a pas parlé du DevD non plus, de OpenAI, de comment ça aurait pu, etc. Mais la piste du hardware, c'est-à-dire quel acteur se positionne dans le secteur de l'intelligence artificielle comme étant les maîtres vraiment là, du matériel. Là, donc, du matériel, de la ressource, des serveurs. C'est ça, du calcul. Les prochaines luttes, ça va être ça. Qui va construire la plus grosse ferme de serveurs au monde dans le nord du Québec parce que ça ne coûte pas cher à refroidir? La lutte, elle est là dans le moment. Là. Nvidia est devenue trop grosse pour pouvoir être contrôlable, si on veut. Elle occupe sa part de marché puis elle fournit plein de monde avec ses puces dédiées à l'intelligence artificielle. Puis juste, il n'y a pas si longtemps, OpenAI était aussi dans des démarches pour acheter une compagnie qui produit des puces d'intelligence artificielle. Le but de ça, c'est d'intégrer l'infrastructure avec le développement de logiciels, ce qui te permet de développer des produits intégrés dans ton infrastructure. Fait que là, de là, tu dégages des gains d'échelle, si on veut. Puis tu peux scaler, entre guillemets, en masse. Mais cette piste-là, on ne l'a pas explorée beaucoup, puis j'ai pas vu beaucoup de commentateurs qui sont intéressés à ça, qui l'ont exploré non plus. C'est probablement juste parce que c'est pas dans mon réseau. Là. Je dois avoir mes billets de réseau là, par rapport à ça. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on... Mais garde-la en tête, cette piste-là, parce que déjà, tu en as parlé là. Oui. C'est déjà pas pire. J'ouvre une porte. Puis, tu ouvres une porte, puis c'est une porte qu'on va pas refermer. On va essayer d'explorer cette... Shirley, tu voulais ajouter quelque chose? Oh, zut, il va falloir réenregistrer un autre épisode. Zut, alors, mince. En fin de journée, on fait ça. Préparez-vous. Non, c'est pas vrai. J'ai une autre entrevue en fin de journée. Merci Fred. Merci à tout le monde. Donc, merci à Shirley. Merci Fred. Merci Sylvain. Merci Stéphane d'avoir accepté d'enregistrer ça à court terme, avec un très court avis. Merci à vous. On va essayer de refaire ça. S'il y a d'autres événements, je pense pas qu'il y aura d'autres si gros événements là, dans les prochaines semaines. Je le souhaite pas, en tout cas. Mais s'il y en a d'autres, c'est sûr qu'on va essayer de revoir tout ça. Peut-être vous mentionnez que j'ai lu plusieurs articles là, pour me faire une tête là-dessus. J'ai écouté des podcasts. Je vais me permettre de citer encore une fois Hard Fork du New York Times que j'ai consulté. Les articles, j'ai pas les titres des articles, mais j'ai consulté, je vais le mentionner, The Verge, The Atlantic, quelques articles du Devoir, Le Monde aussi. J'ai partagé aussi ces articles-là avec mes collaborateurs, collaboratrices. Donc, ce sera notre façon de redonner l'autorat acquis de droit. Écoutez, c'est tout. Au micro, Jean-François Sénéchal. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Merci d'être là à chaque épisode, puis on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.